Salut Lucas, Salut Vincent. comment ça va aujourd'hui? Bah super, je suis hyper content de te recevoir ici là dans notre showroom. Qui est très très cool. Bah ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on est ici et on a du mal à partir de cet endroit. Ouais, j'imagine que tu t'es attaché à l'endroit et aux souvenirs que t'as fait dedans, quoi. Ouais, bah en fait, c'est un immeuble un peu d'entrepreneur parce que au début quand on est arrivé, on était en colocation avec une marque avec qui on a fait nos études, c'est la marque Easy Peasy. Qui Et fait des on lunettes, était, c'est qui ça? fait des lunettes, ouais, Ouais. c'est ça. Et on était au 5e étage de l'immeuble, où on était en coloc de bureau avec une petite salle de réunion de 3 mètres carrés. Et donc, il fallait réserver la salle à chaque fois qu'on la voulait. Et ensuite, quelques années plus tard, on est descendu, on s'est séparés, mais on est resté sur le même palier, chacun dans un bureau. Et puis après, Easy Peasy sont partis et nous, on a repris leur bureau. Et voilà, on a fait un petit peu des petits déplacements dans l'immeuble. Mais là, maintenant, ouais, ça va faire 5 ans qu'on est au même endroit. Et on est hyper content du quartier et une effervescence incroyable. Trop bien. Oui, effectivement, j'ai vu que c'était un quartier qui était assez réputé dans ce que vous faites, enfin, Ouais, dans toutes les boutiques. bah, dans la mode, c'est vraiment Dans la un mode, ouais. quartier, c'est le quartier un peu cool à Paris. Nous, quand on est arrivé, il y avait juste la boutique Merci, Ouais. qui font des meubles. Et il y avait, il me semble, la boutique Acné. Ok. Et en fait, avec la marque Cuisse de Grenouille, donc on a créé il y a 10 ans, on a ouvert une boutique juste à côté d'Acné. Et depuis, alors je dis pas que c'est grâce à nous, hein, mais c'est le quartier qui a vachement changé. Depuis, il y a APC, Ami, Kitsune, Non, il y a tout, ouais, complètement. Bonne Gueule, toutes les marques dans notre environnement qui sont là dans le quartier, dans les 3 rues, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent, on est dans le 3e arrondissement de Paris. On est rue Comines, au showroom de Cuisse de Grenouille. Et c'est le quartier, en gros, vers Ville du Calvaire, Place de la République, Oberkampf, tout ça. Donc, C'est il y a ça. effectivement plein de super boutiques de mode. Et donc, du coup, ouais, donc un immeuble chargé de souvenirs. Et alors, du coup, c'est marrant. C'est encore plus chargé de souvenirs que, en fait, avant nous, là où on est en train de discuter, il y avait la boîte Litchi, Ah donc oui, les les cagnottes en ligne. cagnottes, ouais. Ouais. C'est une Azor, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et ensuite, après Litchi, il y a eu WeFix, donc Ok. un de nos copains qui a monté une marque de réparation de téléphone. Et puis il y a eu encore une autre marque à l'époque, des copains qui avaient une marque ils faisaient des pulls pour les écoles, ça s'appelait Casual Campus. Ok. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais du coup voilà, dans cette pièce il y a eu plein d'entrepreneurs, plein de boîtes, et la configuration a vachement changé. Et justement, c'est cool de bosser avec des boîtes qui sont dans la mode et qui font du B2C. Parce que les salles de réunion sont quand même vachement plus belles que dans certains endroits. C'est-à-dire que là, t'as quand même toutes les matières qui sont en test, des fringues en cours de coupe, une planche de surf juste derrière toi. Il faut pas se C'est regretter de clair. pas être sur la vidéo. Euh, et alors, du coup, toi, t'as créé Cuisse de Grenouille avec ton frère, du coup, Séverin, qui a 10 ans de ça. Et alors, en fait, du coup, j'ai appris quand on s'est rencontrés, que donc, Cuisse de Grenouille et For Life, qui est ton autre marque, c'est en fait donc la même boîte, deux marques différentes que vous avez Ouais. toutes les deux créées avec Ouais. avec ton frère. Alors en fait, plus précisément, donc il y a maintenant 12 ans, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESCP. Et dans ce master, je me suis associé avec deux potes du master pour créer Cuisse de Grenouille. Ok. Et l'aventure avec ces deux associés a duré à peu près 1 an. Et on est très potes, enfin on est toujours potes aujourd'hui. La rupture s'est très bien passée. C'est juste que on était au tout démarrage de l'histoire, et très vite il y en a un des trois qui a trouvé un boulot en finance, l'autre Ouais. qui a trouvé un boulot chez Groupon. Et puis moi j'avais vraiment envie de continuer, j'avais vraiment envie d'être entrepreneur, donc j'ai décidé de continuer seul. Et à ce moment-là, donc mon frère Séverin, avec qui je suis associé aujourd'hui, vivait à Shanghai. Ok. Il a 5 ans de plus que moi, et donc ça faisait déjà 5 ans qu'il était à Shanghai et qu'il avait eu plein d'expériences, et il avait notamment monté une boîte de production vidéo. D'accord. Et il était un peu arrivé au bout d'un cycle dans sa boîte. Il avait un peu, il était passé de Shanghai à Hong Kong, puis il était parti à Buenos Aires, et ouais, à Buenos Aires il était un peu arrivé au bout d'un cycle.
et qui s'apprêtait à rentrer. Et donc moi, j'étais tout seul à Paris dans l'incubateur de l'ESCP. Ok. Et je m'étais inscrit au Who's Next pour faire le premier salon. Alors, c'est quoi le Who's Next? Donc le Who's Next, c'est le plus grand salon de la mode en France. C'est le moment où je passe pour un idiot, tu sais. Non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, c'est voué à plus exister, je pense. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment le salon où fallait être quand tu avais une marque. Et du coup, je me suis inscrit à ce salon et je me suis dit, je vais être tout seul, je vais devoir faire mon stand et tout, ça va être une galère. Et en fait, mon frère, on était sur Skype tous les jours au téléphone, je lui montrais un peu l'avancement de ce que je faisais. Et puis donc un jour, on s'appelle et il me dit, voilà, je suis arrivé au bout de mon truc à Buenos Aires, je rentre à Paris, vers de nouvelles aventures. Je dis, ça tombe bien, moi j'ai besoin que tu m'aides, faut que tu m'aides pour ce salon. Ça m'aider à porter les cartons et à mettre les Exactement. Viens, on va cartonner. On va cartonner, on va faire du carton. Et donc il est rentré tout de suite, il m'a aidé, on a fait le stand ensemble et on a fait ce salon et c'était génial parce que donc on n'y connaissait rien à rien, on n'y connaissait pas grand chose à la mode, pas grand chose au système de salon, de wholesale, de B2B, enfin on n'avait même pas les termes. Et donc là on a rencontré le directeur du salon qui était à l'époque l'acheteur du Citadium. Ok. Et l'acheteur mode du Stadium, et il a eu un petit coup de cœur pour nous et il nous a placé au centre du salon. Il nous a donné un stand de 4 mètres carrés. Donc, sachant que le stand moyen, c'est plutôt 20 mètres carrés, nous, on avait 4 mètres carrés. Okay. Mais on était en angle à la croisée des 2 allées principales du salon. Donc là où tout le monde passe et où tout le monde te voit, quoi. Et alors, au Who's Next, tout le monde fait des stands un peu soit hyper léchés. Mais j'imagine bien les trucs de fou, tu vois. Nickel chrome. Ouais. Et en gros, nous, on a sorti les perceuses, les joies de l'entrepreneuriat, c'est tout qu'on te raconte pas. Exactement. Et donc là, on a fabriqué notre stand de toutes pièces. Et c'est vraiment un super souvenir parce que, on était tous les deux on était chez notre beau-père en banlieue, dans son garage, à fabriquer morceau par morceau du stand. Et donc participé à ce salon, on a fait notre stand de 4 mètres carrés, mais qui était hyper visuel. Et d'un coup, ça a cartonné, quoi. D'un coup, on avait les Galeries Lafayette, on avait un distributeur japonais, on avait le Citadium, on avait plein de petites boutiques en France, à l'étranger. Enfin, d'un coup, ça a été un super booster. Et ensuite, on a continué comme ça. Et donc, mon frère était venu pour m'aider 3 mois. Et puis là, ça fait plus de 10 ans. Et ça se passe bien. Donc du coup, c'est ça qui m'a beaucoup intrigué, tu vois. Avant de rentrer dans Cuisse de Grenouille, For Life, etc. Le premier truc que j'ai vu, c'est que t'as entrepris avec ton frère. Ouais. Et alors, déjà, on dit, faut pas entreprendre avec ses potes. Tu l'as fait, du coup. Alors, vous êtes toujours potes, c'est cool, mais tu vois, déjà, potes et associés, c'est pas la même chose. Mais alors, frère et associé. Ouais. Comment tu fais? Parce que dans ce coup, tu peux plus être dans une relation petit frère et grand frère, tu vois. Enfin, moi, j'ai un petit frère, je sais que c'est mon petit frère, tu vois, de manière très bienveillante. Mais là, t'es associé, quoi. On parle business, c'est pas. Ouais. Alors après, effectivement, on a rencontré que des gens qui nous ont dit que c'était une connerie. Mais en fait, franchement, en 10 ans, on s'est peut-être engueulé quelques fois, mais ça dure jamais plus d'une demi-heure, quoi. Parce que ton frère. On s'engueule, et puis à un moment, on dit, allez, vas-y, il faut débloquer le truc, et on laisse jamais le truc traîner. Et après, il y a toujours une relation de petit frère, grand frère, parce que quand t'es entrepreneur, t'as plein de doutes, t'es toujours t'es jamais satisfait, t'es toujours dans le doute, et puis t'as besoin un peu de te soutenir. Donc, chacun a son rôle bien défini, mais on est assez complémentaires dans le quotidien. Ok. Ouais, et puis en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est vrai que on avait fait une collaboration, au tout démarrage, on avait fait une collaboration avec l'Hôtel Coste à Paris. Ok. Et les 2 fondateurs, le fondateur de l'Hôtel Coste s'était associé avec son frère. C'est Gilbert, je sais plus qui, Coste. Jean-Louis Coche, je crois. Et donc, quand on avait fait la collaboration, on avait rencontré un des 2 frères parce qu'en fait, ils se sont splittés. Ils ont splitté le business. Ils ont coupé le business en 2 et ils peuvent plus se voir. Terrible. Peut-être que maintenant ils peuvent se voir. Mais du coup, quand on avait fait cette réunion chez Coste avec ce monsieur hyper impressionnant, qu'on lui a dit, là, on est associés, on est 2 frères. Il nous a dit, c'est une bonne idée. Il nous a dit, ça marchera jamais votre histoire.
Comment bien projeter ton histoire personnelle sur les autres, quoi. Exactement. Voilà. Non, mais Et à l'inverse, tu vois, parce qu'au début, tu commences tes deux, tu fais ton stand dans ton garage et tout, et c'est une jolie histoire. Mais aujourd'hui, For Life, c'est Cuisse de Grenouille, c'est une vraie entreprise. Ouais. Donc, tu as recruté plein de monde, etc. Et à l'inverse, est-ce que c'est pas trop excluant pour les gens que tu fais venir, tu vois, parce que vous avez des liens qui sont qui seront jamais comparables avec les liens que tu peux avoir avec tes employés et tes collègues, aussi proches soient-ils, quoi. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est une vraie force d'être associé avec son frère, parce que quand on peut voir tous nos copains qui sont entrepreneurs, qui ont des associés, et quand ils nous racontent leurs réunions, parfois les réunions sont compliquées, il faut se convaincre, etc. Nous, nos réunions, on les fait dans le couloir, quoi. On se croise dans un couloir, on dit ah, ça, on ferait bien comme ça, ouais, ok, on fait comme ça, et puis on fait comme ça, quoi. On est très vite en phase sur les choses, parce qu'on a la même histoire, on a la même façon de penser, et l'inconvénient, c'est que du coup, effectivement, on est très Oui. ouais, c'est vrai qu'on est très on est frères, quoi. Du coup, les gens tu te comprends, les gens sentent manière, un peu la fusion qu'il y a entre nous, mais du coup, je pense que ça apporte en termes de culture d'entreprise, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Je pense que ça apporte quelque chose de vraiment fort. Enfin, nous, on a recruté, effectivement, on a vu passer dans la boîte beaucoup de personnes en 10 ans. Et c'est souvent ce qu'on a retenu, c'est que les gens, en fait, aiment bien cette espèce de bienveillance qu'on a l'un envers l'autre, et qu'on arrive un peu à faire transpirer et à donner aux gens. Ok, ouais, je vois tout à fait. Donc ouais, en fait, je pense que c'est en termes de culture d'entreprise, les gens ils se sentent un peu ils sont un peu dans un truc familial, un truc en général, bienveillant. c'est un gros red flag quand tu mets oui, nous sommes une grande famille, tu vois, dans une une offre d'emploi, mais ouais, c'est clair. Non, mais je pense que de toute façon ça a ses inconvénients et après c'est comment tu les surmontes exactement. Est-ce que tu les connais et du coup tu sais si mais tu tâches c'est vrai que au tout début, quand on était encore dans l'incubateur, on a commencé l'aventure où moi en plus j'étais arrivé quelques mois avant, c'est vrai. Donc j'avais mes petits automatismes, ouais, je faisais un peu mes trucs, et on n'était pas hyper complémentaires en fait. On était complémentaires dans la façon de penser, dans la façon de s'épauler, etc. Mais dans le travail, en fait, on faisait un peu tous les deux les mêmes choses, ouais. Et du coup, on bataillait sur tout, quoi. Parce que ton frère, il a une formation commerce aussi. Mon frère, il a une formation commerciale aussi. Okay, ouais. Et mais c'est vrai qu'on bataillait tout sur tout, quoi. Le t-shirt, est-ce qu'on le fait comme ça? Le maillot, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Et donc il y a un moment où ça a été un peu chaud, mais très rapidement, dès le début. Et très vite, on s'est dit, ok, le problème, c'est qu'il y a un moment où on peut pas tous les deux avoir le dernier mot sur tout. Donc, en gros, on s'est dit, donc moi, j'avais une sensibilité produit, ouais. peut-être plus forte, parce que c'était les produits que j'avais créés au début. Et mon frère avait un sens du relationnel très très développé, parce qu'il avait passé 5 ans en Chine tout seul, à se retrouver tout seul, à rencontrer plein de monde, etc. Et du coup, il a pris un peu c'est lui qui s'est occupé du commercial sur Cuisse de Grenouille, et moi je m'occupais des produits. Et en gros, à partir de ce jour-là, on s'est tapé dans la main. On s'est dit, bon, on sera au courant de tout ce qui se passe, mais par contre, le commercial c'est toi, le produit c'est toi. Et du coup, si un jour il arrivait en disant ah ouais, le truc je le voyais plutôt bleu ciel, il me le dit, mais derrière moi, si je le fais bleu marine, il respecte le truc, et puis il dit il doit avoir raison, je lui fais confiance, quoi. Ok, ouais, je vois tout à fait. Et justement, un truc qui t'aide beaucoup à rester aligné, alors, entre associés de manière générale, alors là encore plus j'imagine, c'est aussi de savoir pourquoi tu fais les choses. Et alors du coup, ton frère avec quelques années d'expérience, et toi par contre tu te lances au départ dans l'entrepreneuriat en sortie d'école, dans la mode, ce qui j'imagine n'est pas le truc le plus simple pour se faire une place. C'est pas comme si tu avais créé un produit technologique que personne n'avait jamais imaginé, et que du coup tu avais un nouveau marché qui s'ouvrait à toi tout seul. Tu vas dans un truc qui est très dur, très concurrentiel, avec beaucoup de dépenses au début, j'imagine, etc. Ouais. Donc voilà, pourquoi entreprendre dans la mode pour toi, et puis pour Séverin, mais on lui demandera s'il passe. Et parfois je me pose la question. Merde, 10 ans après, la proche fait ça, voilà, ça c'est pas terrible quand même. Non, mais je pense que déjà j'ai entrepris déjà petit aparté avec Séverin l'année de mon bac, enfin l'année quand j'ai eu mon bac, l'été qui a suivi, on est partis tous les deux faire les marchés
avec une ligne de t-shirts que j'avais créé, un truc avec des photos. Il y a beaucoup d'histoires d'entrepreneurs dans la mode qui commencent par on était sur des marchés, on galérait. C'est le truc, toi, tu prends des t-shirts, tu vas chez l'imprimeur, tu les fais imprimer. Je crois qu'il y avait même pas de marque. Et donc le truc, c'est qu'avec Séverin, on adore le surf. Ouais. Et donc notre délire, c'était de faire les marchés le matin très tôt et puis l'après-midi de faire du surf. Ouais. Et donc on était parti avec la petite R5 de notre maman avec le coffre et la plage arrière remplie de cartons. Et on était parti faire un peu un tour de France des marchés sur la côte ouest pour faire les marchés le matin et puis surfer l'après-midi et découvrir des spots de surf, quoi. C'est pas hyper galère quand tu connais rien, que t'es pas introduit dans l'univers? Tu peux vraiment te poser avec tes cartons et dire c'est journée de surf. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que déjà les marchés, t'arrives le matin, si tu donnes pas un petit billet au placeur, tu te retrouves entre les poulets et les fromages, quoi. Avant tes t-shirts. C'est ce que t'avais appris pour le loose neck, du coup. Voilà. Du coup, j'étais avec un petit billet. Mais du coup, non, c'était une expérience géniale. Et du coup, donc là, j'ai fait la petite aparté. Et pourquoi j'ai fait ça en sortant d'études, c'est que je pense que la force d'entreprendre quand t'es jeune, c'est que tu te rends pas compte. Et c'est une force énorme. C'est parce que tous les gens pas jeunes vont te dire, mais tu te rends pas compte. Bah ouais, exactement. Et moi, tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte et tout, c'est chaud. Mais j'avais envie de leur dire, mais ouais, je me rends pas compte. Et tant mieux que je me rende pas compte, parce que si je me rendais compte. Tu te dirais pas. et du coup, en sortant d'école, pas de femme, pas d'enfant, jamais travaillé, ouais. Donc tu risques pas de quitter ton job pour te retrouver au chômage. Donc les risques sont beaucoup plus faibles que t'as 40 ans, un super job, femme, enfant. En vrai, c'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, et c'est pas pour ça que j'ai fait, mais en plus de ça, moi, je voyais pas faire autre chose, en fait. Pour moi, c'était vraiment, pour moi, entreprendre, c'était un truc, c'était indispensable, quoi. C'était un besoin, en fait. Et je pense que y a pas trop d'honneur à être entrepreneur. Quand t'es entrepreneur, c'est que de toute façon t'as besoin de l'aide, quoi. Et quelqu'un qui est pas entrepreneur, c'est qu'il en ressent pas forcément le besoin. Et tu vois, y a pas. Oui, y a pas. C'est pas. Même si aujourd'hui c'est très glorifié entre guillemets. Enfin. Ouais. Mais bon, enfin, tu peux. Mais moi, tu me mets salarié dans un grand groupe, dans une tour à la défense, je me pends, quoi. Non, bah je compatis. Ayant été moi-même salarié dans un grand groupe, dans une tour à la défense. Je compatis avec toi. Mais après, je comprends qu'il y en a qui sont capables de le faire et tout pour tout le monde, quoi. Exactement. Et après tu peux être entrepreneur, et être entrepreneur ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut forcément vouloir dire être Jeff Bezos ou Elon Musk non plus, tu vois. Donc et après aussi ce qui a fait que j'ai eu très envie, c'est que le master entrepreneuriat que j'ai fait à l'ESCP m'a cultivé ce goût d'entreprendre de dingue, parce que on était 30 élèves dans une classe. Et les cours, c'était comment monter sa boîte et quels sont les modèles inspirants, etc., etc. Et en fait, nous, notre quotidien, c'était de parler de boîtes, de réussite, de trucs. Tu baignes là-dedans. Ils nous avaient emmenés dans le master, ils nous avaient emmenés dans la Silicon Valley. On était allé chez Google, chez Pixar, dans plein de boîtes, dans des incubateurs, etc. Et tu sors de ce truc-là et tu te dis, ok, moi aussi je veux cette vie-là, quoi. Voilà, je veux ma liberté, je veux créer quelque chose. Et alors justement, pourquoi la mode? Pourquoi une marque d'habits, tu vois? Parce que tu te dis, tu vas chez Google ou Pixar ou dans la Silicon Valley, c'est pas vraiment ce qu'ils vendent, quoi. Franchement, j'aurais préféré être passionné par les nouvelles technologies, etc. Je pense que ça aurait été plus scalable plus rapidement. Tout à fait. Ça, c'est certain. Mais moi, je sais pas, depuis tout petit, j'ai une appétence pour le produit, pour le style. C'est un truc j'aime bien le côté esthétique des vêtements, l'histoire des vêtements, le côté tangible, quoi. Je vois tout à fait. Et donc du coup, tu crées Cuisse de Grenouille. Ça marche bien pendant quelques années. Et c'est une marque entre guillemets classique. C'est-à-dire qu'en gros, tu produis tes fringues, t'as ton stock, t'as des boutiques, des revendeurs, peut-être plus des revendeurs d'abord et des boutiques ensuite, pour le temps que ça marche. Et puis, tu décides, du coup, toujours avec Séverin, de créer une deuxième marque, une marque qui s'appelle For Life, et qui marche complètement à rebours d'une marque de fringues classique. Ouais. C'est-à-dire que c'est un modèle de précommande. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi ce modèle, qui est quand même assez nouveau dans l'industrie de la mode, et pourquoi surtout? Pourquoi se lancer dans une deuxième marque quand on a une qui marche très bien
Alors, c'est un peu le. Alors déjà, avec Cuisse de Grenouille, donc on a effectivement des revendeurs, on a vécu pas mal d'aventures. On a ouvert des boutiques, on en a fermé, on a eu des stands dans des grands magasins, on s'est retrouvé à 2h du mat en train de planter des clous pour créer des stands, sachant que le magasin très ouvrait sous-estimé 3 jours. la compétence bricolage. Ah ouais. On a fait beaucoup de bricolage et beaucoup de cartons. Qu'est-ce qu'on a cartonné et du coup, voilà, bon. On est hyper content de la marque, ça tourne, ça roule, chaque saison on fait des collections, enfin, le business est bien rodé, quoi. On a bien compris le truc, c'est facile à gérer, entre guillemets, même s'il y a plein de challenges, qu'il faut toujours se challenger, le quotidien roule. Et depuis longtemps, avec Séverin, on est quand même fasciné par un truc, c'est les Kickstarter. Enfin, c'est la Kickstarter, la plateforme de crowdfunding américaine, où tu peux voir un mec qui a inventé un dé sur chaque face. T'as un interrupteur sur une face, sur une face, t'as des boutons. Le machin anti-stress, là. Voilà, le machin, le cube anti-stress. Ouais, c'est ça. Cube anti-stress, $15, et ils en ont vendu pour $3 millions la première fois qu'ils le sortent, quoi. Pourquoi pas, hein. Et en fait, tu fais un truc, tu l'expliques de A à Z, de pourquoi tu as eu cette idée, de comment tu l'as fait, etc. Et il y a le côté excitant de se dire, bah, on va créer un truc qui va être adopté par tout le monde et qui va, pourquoi pas, changer la vie des gens. Et donc, on regarde Kickstarter, on se dit, bah, toujours avec notre âme d'entrepreneur, on se dit, bah, on aimerait bien créer un produit comme ça sur Kickstarter, qu'on explique vraiment de A à Z, que les gens comprennent, et puis le vendre au plus grand nombre, parce que c'est un bon produit, parce qu'il est vendu directement de l'usine aux clients. Enfin, en gros, tout ce qui est For Life aujourd'hui, ça commence de notre envie de créer un Kickstarter. Mais ça reste dans notre tête parce qu'on a d'autres choses à faire. Faut qu'on fasse tourner Cuisse de Grenouille, et puis on n'a pas envie de le faire avec Cuisse de Grenouille parce que ça aurait pas eu trop de sens. Bah non, enfin oui. Voilà. Il faut quand même, parce que de mémoire, enfin les crowdfunding, c'est un truc qui était très à la mode justement il y a quelques années, et tu lançais plutôt des trucs qui étaient assez innovants, quoi. Voilà, fallait lancer un truc innovant qui sortait. Voilà, si t'as une marque classique, puis un jour tu sors un truc de ta marque classique. Tu vas pas faire pour ta nouvelle chemise, tu vois. Voilà. Sauf si ta chemise elle est anti-stress ou. Oui, ou les chaussures que tu peux mettre partout dans l'eau, sur le goudron, enfin un truc qu'on voit passer dans nos fils Facebook, quoi. Ouais. Et en fait, donc ça reste ça reste dans notre tête. Et un jour, il y a un fabricant de cuir qui vient au bureau, donc ici, là, on est, pour nous présenter des cuirs, parce que sur Cuisse de Grenouille, on avait plein de catégories de produits, mais on n'avait pas la catégorie cuir. Okay. On a envie de faire un blouson au cuir, un petit Eddie, un truc sympa. Et on nous avait parlé d'un mec, de ce mec-là, qui s'appelle Jean-François. Et donc, il est venu un jour au bureau. C'est un Français qui est associé dans une usine en Inde. Okay. Et donc, c'est une usine en Inde qui travaille pour Isabelle Marant, pour plein de super marques américaines, etc. Donc, vraiment top usine avec tous les certificats où ils sont audités toute la journée. Donc, vraiment, on savait que c'était un truc bien. Et donc, il vient ici et il nous dit, bah voilà, regardez, voilà, il y a ce blouson en cuir. Et puis, on dit, mais comment c'est fait ce blouson en cuir? Parce que nous, on est habitués, chez Cuisse de Grenouille, on est habitués aux chaînes de production de chemises, de t-shirts, où en gros c'est des chaînes, donc c'est des couturiers ou des couturières qui sont les uns devant les autres, qui se regardent pas pour pas se perturber pendant la fabrication du produit. Et puis t'en as un qui met le poignet, l'autre qui met les boutons, c'est très segmenté. L'autre qui met le col, l'autre qui met, et à la fin l'ouvrier il arrive sur son lieu de travail, il fait ses manipulations, et puis le soir il sait même pas ce qu'il a fait, quoi. Il a mis des poches toute la journée, quoi. Ce qui n'est pas péjoratif, hein, mais... Non, mais tu peux nous faire marque, c'est l'aliénation par le travail. Ouais, voilà. Bon, ce qui n'est pas péjoratif, parce que, mine de rien, quand tu creuses, t'as un chef d'atelier qui vient transmettre un savoir et tout, c'est assez beau. Mais du coup, t'as pas un artisan qui a la vision de son produit fini. Et donc là, justement, l'artisan, donc pour le blouson en cuir, nous explique, en fait, c'est un artisan qui arrive à l'usine le matin, on lui file les empiècements déjà découpés, et le soir, quand il sort de l'usine, il a fini sa pièce. Il coud, il met les boutons, il met les boutons, il fait tout de A à Z. Okay. Et à la fin, il a fait une pièce. Il a pas juste mis un col et puis son collègue sa journée, quoi. Et sa journée, c'est une pièce. Okay.
Et donc, on se dit, mais attends, c'est une histoire incroyable. Et on se dit... On est en quelle année à ce moment-là? On est en 2018. Et donc, on se dit, si on le fait sur cuisse de grenouille, c'est simple. Un blouson en cuir comme ça va à peu près 130 € à fabriquer dans l'usine. Donc, dans une marque classique, le minimum de marge que tu peux faire entre le prix d'achat hors taxe de ton produit en usine et le prix TTC en magasin, c'est minimum x5. Ok. Par exemple, les Couples et Sandro et tout sont x10. Ouais, complètement. Tous ce t-shirt blanc, la plupart des marques, c'est minimum x5. Quoi. Et du coup, le blouson en cuir qu'on achète 130 €, il allait terminer à 600-700 €. Ce qui en soi est le prix d'un cuir. C'est-à-dire que tu vas dans une marque, tu vas chez Sandro, tu vas au Galeries Lafayette, enfin tu vas n'importe où, c'est le prix d'un blouson en cuir. Et nous, on s'est dit, ok, donc nous, on va devoir le vendre à ce prix-là. Donc, on va le vendre beaucoup en solde parce qu'à ce prix-là, on va avoir du mal à le vendre. Du coup, il va terminer en solde. Du coup, le travail de l'artisan, il va être quand même vachement dévalorisé parce que on part d'une pièce magnifique où l'artisan, il a travaillé toute une journée pour faire une pièce. Et puis derrière, il se retrouve soldé et on va pas réussir à en vendre beaucoup et ça va être un peu un échec. Surtout que sur Cuisse de Grenouille, c'est pas notre fort de vendre des pièces chères. Nous, on est plutôt très bons sur des chemises autour de 100 €, des pantalons, des chinos, etc. Oui, t'es pas dans le produit de luxe, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on se dit, voilà, Jean-François, il repart. Et puis après, avec Séverin, on en reparle et on se dit, mais en fait, il faut qu'on crée un Kickstarter sur ce produit. L'histoire, elle est trop belle, quoi. Elle est trop intéressante, quoi. Ce mec qui vient à l'usine, qui en une journée, c'est un travail d'artisan. Et du coup, on crée, on prend des billets d'avion pour New Delhi. Ok. Et on part 3 jours en Inde, mettre au point le premier proto de For Life. Ok. Je crois qu'on savait même pas que ça s'appelait For Life quand on part. Et donc, on met au point le premier proto. On passe 3 jours dans l'usine. Et les artisans, ils avaient jamais vu des fondateurs de marques venir. Qui se pointent là-bas. Ouais. Du coup, ils étaient hyper flattés. Marrant, t'envoies des achats, quoi. Ouais, exactement. Du coup, on a vécu 3 jours assez incroyables à se retrouver, même un soir, on se retrouvait un soir dans l'usine avec quelques artisans qui étaient là, qui étaient restés pour nous parce qu'on venait que 3 jours et qu'il fallait absolument qu'on ait le proto avant de repartir. Et bref, on a vécu c'était un peu surréaliste, quoi. Et donc on revient à Paris avec ce proto du modèle, enfin 2 protos, le modèle Steve et le modèle Robert qui sont les premiers produits qu'on a sortis sur Kickstarter. Et puis là on déroule l'histoire et on lance la première campagne Kickstarter en juin. Et ça marche bien? Les gens achètent des fringues sur Kickstarter du coup? Et ben nous on était un peu, nous en gros on avait dit à l'usine, on avait dit à Jean-François, par contre peut-être qu'on va vendre 20 pièces, peut-être qu'on va vendre 1000 pièces. Je sais pas. Mais par contre, si on en vend 20, il faut que tu nous suives, quoi. Est-ce que t'es OK pour nous suivre, quoi? Et donc, Jean-François a bien aimé, il a bien kiffé notre aventure, notre façon de vouloir faire les choses. Il a dit, quoi qu'il arrive, je vous suis. Donc, allez-y. Et donc, on a fait cette vente et on a vendu 550 pièces donc, les gens sur achètent Kickstarter. Des blousons en cuir sur Kickstarter. Ouais. Et en soi, c'est assez révélateur. Je pense que tu vas me le dire sur ce que ça vous a inspiré pour la suite de For Life. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur For Life, et c'est ce que vous avez dû faire pour Kickstarter, tu racontes l'histoire de ton produit, en fait. Il y a beaucoup même de données sur ton produit. Ouais. Je sais pas, on prend tes t-shirts, t'as le poids en coton, d'où vient ton coton, comment c'est fait, pourquoi, etc. Et en soi, c'était pas évident il y a quelques années de faire ça, parce que pour moi, tu vois, logiquement, tu veux acheter un cuir, tu veux pas acheter un cuir, tu veux acheter un cuir, Chevignon, Sandro, ce que tu veux, quoi. Exactement. Et tu suis la marque, et en fait, la marque te vend juste le logo, la marque, l'histoire qui va avec, mais tu sais pas ce que t'achètes, quoi. Nous, ce qu'on a toujours dit depuis le début, moi, la réflexion que je me suis toujours faite, c'est quand je vais chez le primeur, je veux savoir d'où vient le légume, quoi, que j'achète. Je veux savoir si j'achète un truc qui a été fabriqué, qui est poussé en Espagne, en France, dans quelle ville, à quel endroit. Et j'aime bien savoir qui est le primeur, quoi. Qui a cultivé le fruit et légume. Ça devrait être pareil pour la fringue, en fait. Ça devrait être un truc obligatoire, en fait. Alors, pourquoi?
Parce que t'as envie de savoir, ce que tu portes, ce que tu mets sur toi. C'est qu'il y a quand même un côté un peu chimique. Tu mets un matériau sur toi. Tu vas me faire peur là pour toutes les Non, fringues que j'ai achetées. quand je dis chimique, je voulais pas dire que tu mettais un fringue chimique. Il y a un côté un peu, tu mets quelque chose à même ta peau, tu veux savoir d'où ça vient. Et t'as envie de savoir, c'est pas anodin de porter des fringues, parce que je veux dire, si tout le monde en avait rien à foutre du style, on serait tous habillés pareil, avec des fringues un peu pourries. Je veux dire, on voit bien que les gens s'intéressent au style et s'intéressent aux fringues. Et c'est important de savoir d'où vient ce que t'achètes, quoi. Et justement, c'est ça qui a beaucoup changé en fait. Parce que, enfin, je sais pas, je me rappelle d'une époque quand j'étais beaucoup plus jeune où, en gros, t'étais stylé parce que t'avais le plus de logos sur toi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, bah, t'es content de pouvoir dire, ouais, c'est une marque que je connais, ils font des trucs en précommande, des trucs qui viennent de là-bas, c'est fait comme ça. Enfin, ton rapport au style, entre guillemets, a pas mal évolué et c'est un des trucs dont vous avez été assez précurseur en fait. Parce que c'est un discours qui, à l'époque, devait pas être facile à pousser, quoi. Nous, depuis le début, avec Cuisse de Grenouille, c'était déjà le discours à l'époque. Ok. Sur les étiquettes Cuisse de Grenouille, sur les premiers hang tags, donc les étiquettes cartonnées là, qui sont accrochées au produit, il y a marqué Made in Europe, enfin même Made in Portugal, je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait une vraie volonté de transparence. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que il faut qu'on soit la marque la plus transparente du marché. Et c'est pour ça que d'ailleurs on donne les prix de fabrication de nos produits, et ça on est vraiment pas beaucoup à le faire. Je n'ai pas trop d'exemples en tête. Donc on donne le prix d'achat du produit dans l'usine. Et on décortique le prix sur la page produit jusqu'à la marge de For Life, etc. Et on donne plus que l'origine de fabrication, on donne le nom de l'usine qui fabrique. Donc vraiment, on donne tout, on donne les certificats, et si quelqu'un nous envoie un mail demain pour nous demander un truc ultra précis, on est full transparent, quoi. C'est vraiment la volonté qu'on a depuis le début. Et par exemple, quand on a décidé de fabriquer nos produits en Inde, on s'est dit, mais est-ce que vraiment on va lancer une marque sur un produit fabriqué en Inde? Est-ce que c'est pas un peu old school de faire un truc comme ça? Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un truc made in France ou made in Portugal? Et en fait, on s'est dit, nous, on y allait. On a passé 3 jours dans l'usine. Tu sais comment c'est fait, quoi. On a vu au-delà du cliché de c'est en Inde, donc c'est forcément. On a vu qu'ils ont tous les certificats de la terre, que les gens, ils sont. Enfin, franchement, on a discuté avec plein de gens et ils ont tous l'air très heureux. Enfin, en tout cas, ceux qui ne le sont pas, c'est pas à cause de leur travail. Et ils sont payés hyper normalement et voire un petit peu plus, que c'est une grosse usine qui travaille avec des grandes marques qui fonctionnent bien, donc ils prennent vachement soin de leurs employés. Et puis tu l'as pas caché. Et on l'a pas caché. T'as pas mis design in France alors que c'était fait je sais pas où. Exactement. Et surtout l'Inde, c'est le berceau du savoir-faire du cuir. C'est vraiment là-bas que y a les meilleures usines dans le cuir. D'accord. Okay. Donc nous, ce qu'on se dit depuis le début avec Cuisse de Grenouille, c'est que on n'est pas là à dire on fait du made in France ou on fait du made in Portugal, on fait du made in là où il y a le savoir-faire, quoi. Si demain il y a un super savoir-faire en Chine, bon, après il y a l'histoire de l'empreinte carbone, etc., où il faudra avoir une réflexion différente, mais en tout cas, si on parle vraiment que de savoir-faire, faut aller là où se trouve le savoir-faire. Bien sûr. Au-delà d'un cliché. Exactement. Complètement d'accord avec toi. Et donc, du coup, tu lances ces cuirs-là sur Kickstarter, ça cartonne. Et tu te dis, là, je tiens un truc sur la précommande, et tu lances For Life. Exactement. Donc, au début, on lance ce Kickstarter, pas du tout dans l'idée de lancer une marque à long terme. On se dit, on se dit pas on va faire un coup, on se dit pas on va faire un one shot. On se dit on lance un produit sur Kickstarter. Et c'était une envie, quoi. Et on verra ce qui se passe derrière. Et si on a vendu 20 pièces, peut-être qu'on relancera un truc d'ailleurs ou pas, on verra. Mais on n'avait pas de plan, on n'avait pas de business plan. Avec For Life, on n'a jamais eu l'envie de faire un business plan, quoi. L'idée de For Life, c'est de faire des bons produits, iconiques, responsables, et on sort les produits quand on les a entre les mains, quoi. On met pas des produits sur un tableau qu'on doit faire à une date précise. Et du coup, tu surproduis pas. Et on surproduit pas. On fait des protos, et quand on a un bon produit en main, on se dit ok, ça on va le proposer. Et du coup, voilà, on a vendu 550 pièces, donc c'était très encourageant, et on s'est dit faut peut-être qu'on continue. C'est intéressant.
D'autant plus que c'est de la précommande, donc ça Et permet tu d'être vends combien autofinancé. ton cuir? C'était On n'est pas du prix 259 normal, ouais. euros. Ah oui, donc du coup, c'est beaucoup moins cher que les 600 Voilà. que Et t'avais évoqué. du coup, la marge, enfin le markup de For Life, tu fais un c'est fois deux, x2. quoi. Ouais. Voilà. Parfois un peu moins, parce que parfois on n'y arrive pas. En fait, on pense vraiment au prix psychologique avant de faire un x2 automatique, quoi. Et en même temps, tu dis, on n'a jamais eu envie de faire un business model pour For Life. Si je suis pas trop mauvais, en fait, enfin, oui, t'as des charges, etc., qui viennent, mais en fait, t'as pas de stock à gérer. Et en fait, on va pas rentrer dans les détails financiers, etc., ton fonds de roulement, etc., mais ça simplifie 1000 fois les choses, non? Ah bah ouais, et Tu puis produis que ce que tu nous vends. on a la chance d'avoir un concept et son contraire avec Cuisse de Grenouille et For Life. Et du coup d'ailleurs For Life nous aide vachement à tirer vers le haut Cuisse de Grenouille à ce niveau-là, et puis Cuisse de Grenouille nous a beaucoup aidé à tirer vers le haut For Life sur toute la gestion de produits, l'expertise, etc. qui est voilà, on avait 10 ans d'avance sur tout le monde. Et t'avais une base client, on avait une base client au début, etc. Et du coup, j'en ai perdu le fil de la question, mais non, bah, tu lances For Life, tu te dis que on voulait pas, genre je dirais souvent, faut pas m'en vouloir, mais du coup, tu lances tu te dis on lance un produit, on verra ce qui se passe, ça se passe bien, t'en vends, tu m'as dit 500, et voilà, et du coup, on a décidé donc de tranquillement bosser sur un second produit. Ok. Et alors, le second produit, on s'est dit, bah, on va faire un produit que tout le monde porte, que tout le monde a dans ses garde-robes, et en même temps qui est hyper concurrentiel, et justement nous ça nous intéressait d'aller sur un truc hyper concurrentiel parce que du coup on pouvait arriver avec le produit parfait, et du coup on a décidé de lancer une chemise de travail. J'étais sûr que ça allait être le t-shirt. Je suis trop déçu. Pas encore, non mais ça vient pas longtemps après. Du coup on lance une chemise de travail et on se dit bon bah c'est quoi les bons ingrédients d'une chemise de travail? C'est un tissu exceptionnel, une coupe exceptionnelle, une façon exceptionnelle, des finitions exceptionnelles, enfin bref. Un truc qui est dur et que tu peux un peu maltraiter. Exactement. Et pas forcément maltraité, non. Non, pas forcément maltraité, parce qu'en fait, ça c'est ce que les gens pensent. On pense que quand on achète un produit qui dure, c'est un produit qui est robuste, qu'on peut maltraiter. Un bon produit, il faut y prendre soin. Donc en l'occurrence, là on avait une super popeline qui venait d'un fabricant anglais qui s'appelle Thomas Masson, qui est vraiment le top du top du tissu. Donc on s'est vachement renseigné sur les constructions des tissus, les rotors, les doubles rotors, etc. Et donc on a créé ce produit et on l'a vendu. Ce produit, on l'a mis en vente si je me trompe pas, en avril de l'année d'après. Donc on a fait une première vente de blousons en juin. Et l'année d'après, en avril, on a lancé le deuxième produit. Et encore. Donc, entre-temps, il y a eu un gros laps de temps où on s'est dit, bah, allez, on va prendre le temps de développer un produit. Et puis, entre-temps, on a commencé le développement d'autres produits, notamment le t-shirt, etc. Et à partir du mois d'avril, donc on a lancé ces chemises. Et ensuite, on a eu un enchaînement, je crois, de 6 produits dans l'année. Donc le t-shirt, je crois le sweatshirt. Voilà, on a lancé quelques produits, mais tranquillement. Et l'année d'après, on a commencé à lancer des produits avec une cadence un petit peu plus rythmée. Okay. Et ta marque existe déjà à ce moment-là? Et ouais, en fait, à partir du deuxième produit, c'est pour ça qu'ici qu'on a 8 ans, c'est qu'on a décidé de plus passer par Kickstarter, mais de passer par notre site internet à nous. Du coup, on a développé un site internet avec le système de la précommande, il fallait faire des développements un peu particuliers. Et donc, à partir de la chemise, on n'était plus sur Kickstarter, on était sur notre site internet avec notre base, etc. Alors, et comment ça a été reçu Parce qu'en fait, tu renverses quand même le modèle. Alors, déjà, pour tes clients, ça doit pas être évident de te dire, parce que je crois qu'aujourd'hui, si je veux m'acheter des t-shirts sur For Life, je te les commande aujourd'hui et je les récupère en 3 mois. Ouais. Alors, je sais pas si c'était les mêmes délais à là, l'époque. sur les t-shirts, c'est un peu plus court les délais parce que c'est un produit qu'on maîtrise maintenant. Ouais, mais effectivement, la norme, faut attendre 3 mois. Ouais. Et alors, déjà, pour tes clients, à l'époque, c'est pas évident, tu vois. Enfin, en général, tu veux t'acheter un t-shirt, tu le veux maintenant, pendant 3 mois. Et même dans l'écosystème, en gros, comment c'est reçu ce renversement de modèle que tu proposes Bah, c'est bien reçu. En fait, il y a une certaine appétence à acheter des produits en précommande parce que déjà, quand on achète un produit en précommande, on achète un produit qu'on a bien compris, qui est bien expliqué de A à Z. Donc, c'est un produit qui est un peu réfléchi, quoi. C'est pas comme aller acheter un produit chez pas de la fast fashion, quoi. Voilà, c'est vraiment le contraire de la fast fashion, c'est la slow fashion.
Et donc donc ça fonctionne bien en fait dès le début parce que voilà donc nous on s'adresse que aux mecs et les mecs en fait aiment bien justement ne pas se prendre la tête à aller dans le magasin, à faire les magasins et voilà acheter un produit sur internet. On sait que c'est le bon produit. En général, les gens achètent plusieurs fois nos produits. C'est vraiment le symbole. Enfin, pour un mec, c'est vraiment le truc que tu as trouvé le produit qui te plaît. Tu veux pas te faire chier, t'en veux 5 pareils, on voit 5 couleurs différentes, tu vois, et c'est bon, quoi. T'es tranquille, quoi. Bah, nous, du coup, on se rend bien compte de ça, parce qu'on a beaucoup de clients qui rachètent nos produits, et qui rachètent de nouvelles couleurs, et puis dès qu'on fait un nouveau lancement, on a pas mal de gens qui ont déjà acheté auparavant, quoi. Ouais, et en plus, vous sortez des produits qui sont, c'est iconique le mot que vous utilisez. Mais moi, ce que j'en vois très modestement derrière, c'est que c'est des trucs qui sont, je vais pas dire des basiques, tu vois, mais c'est des produits qui ont une certaine simplicité. C'est des basiques, hein, tu peux le dire. C'est en fait le principe. Donc, on sort des produits iconiques. Et un produit iconique, c'est un produit qui était à la mode il y a 30 ans et qui sera à la mode dans 30 ans, quoi. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de For Life, en fait, c'est de faire des produits qui durent dans le temps et qui soient justement complètement décorrélés de la mode, quoi. On n'est pas du tout une marque de mode. Et du coup, tu fais pas des coupes improbables, tu fais pas tu colles pas des aigles sur les manches parce qu'on sait pas pourquoi. Exactement, ouais. Tu fais des trucs qui sont très simples, très beaux. Pas de logo, des bonnes coupes, des bonnes matières. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a tourné nos étiquettes de marque. En général, c'est le tissu Oxford par For Life et c'est pas la chemise Oxford. C'est en fait ce qui nous intéresse beaucoup, ce qui nous passionne beaucoup, c'est les matières. Parce que comme ça se voit d'ailleurs. Un t-shirt, tout le monde peut faire un t-shirt. Tout le monde peut faire un t-shirt. Après, ce qui va démarquer un t-shirt d'un autre, ça va être la coupe. Tout le monde peut faire une bonne coupe. On va chez Uniqlo, on prend les mesures de Uniqlo et puis c'est un bon t-shirt qui a une bonne coupe. Ce qui est dur, c'est de trouver la bonne matière qui soit à la fois confortable, à la fois qui dure. Et souvent, le confort et la durabilité vont pas du tout ensemble. Dans un produit confortable, un produit doux, c'est un produit qui va être fragile. Donc, faut trouver la bonne synergie entre tout ça. Et c'est justement c'est cette recette-là qui va faire que le produit va être bien. Ouais, et puis il peut être aussi beau que tu veux. S'il gratte à mort, tu le porteras pas, quoi. Exactement. Ouais, complètement. Un pull doux, c'est un pull qui bouloche. Ouais. Parce que c'est un pull qui va être poilu et c'est un pull qui forcément techniquement va boulocher. Donc faut trouver toujours les bons compromis. Mais après, un bon pull, c'est pas forcément un pull doux, ça peut être un pull qui gratte. Et alors pourquoi tout le monde le fait pas la précommande ? Je pense que c'est assez osé. Alors déjà pour une marque établie, switcher de modèle. Switcher de marque déjà ? Switcher de marque, bon, ça c'est. Nous, on n'a pas eu l'impression de switcher de marque. Nous, on a l'impression de créer une nouvelle marque. Donc, tu vois, on a encore Cuisse de Grenouille, on travaille quotidien sur Cuisse de Grenouille, et puis on travaille aussi au quotidien sur For Life. Donc, on a l'impression de piloter un peu de marque. Mais pour une marque qui existe déjà, se dire tiens, maintenant je vais intégrer de la précommande, il y a un peu un manque de sincérité parce que nous, notre constat chez For Life, c'est que les marques, de manière générale, surproduisent. Ouais. Enfin, je vais pas te faire le truc. C'est le 3e secteur le plus polluant au monde. Enfin, on l'entend tellement qu'on a compris, c'est extrêmement polluant de faire des fringues et que la meilleure moyen de pas polluer quand t'es une marque de fringues, c'est d'arrêter ta marque. Meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas. Voilà, exactement. Ouais. Donc, nous, on a décidé de continuer à faire de la fringue, mais d'orienter les gens vers une marque qui est responsable. Qui propose des produits que tu vas pouvoir garder longtemps, que tu vas pouvoir même donner à tes enfants. Et c'est comme ça qu'on construit tous nos produits, quoi. Et j'ai encore perdu le fil de la question, mais... écoute, non, mais on était sûr. Comment ça a été reçu ? Ouais, voilà, donc ça a été bien reçu. Ouais. Et pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Ah oui, pourquoi tout le monde le fait ça ? Exactement, c'était la question. Je pense que voilà, c'est dur c'est un modèle qui est quand même assez osé. Parce que c'est dur de dire aux gens, allez, on sort un t-shirt, on bosse dessus pendant des mois et des mois, et le t-shirt, il va être en vente pendant 1 mois. Et à la fin du mois, on continue à faire des ventes, mais nous, on coupe. Alors qu'on pourrait le laisser en ligne et continuer à faire des ventes, mais on décide de couper. C'est assez osé. En fait,
Nous, on a décidé de vraiment de. En fait, on est vachement inspiré par plein d'autres marques depuis 10 ans qu'on est Bien sûr, ouais. dans l'environnement à la fois start-up, mode, marque, etc. On est vachement inspiré par plein de modèles. Et on se rend compte que les modèles qui perdurent aujourd'hui et qui cartonnent aujourd'hui, c'est des modèles qui ont une position forte, donc qui disent voilà, moi c'est comme ça, et qui restent comme ça, quoi qu'il arrive, et qui s'adaptent, enfin qui changent pas, qui font pas la girouette sur le marché parce qu'à un moment voilà, et qui vont avoir une mission au départ et qui vont suivre cette mission du début à la fin. Le super modèle pour moi, c'est vraiment Veja, où ils sont arrivés sur le marché au tout début avec leurs chaussures green, où voilà, ils étaient un peu les premiers à proposer cette chaussure. Et aujourd'hui, ils ont des chaussures green, quoi. Et entre-temps, il s'est rien passé, quoi. Ouais, entre ces 10 ans de boîte, ils ont toujours fait la même chose. Ils sont toujours restés sur la transparence. Pareil, tu vas sur leur site, tu peux aller télécharger les certificats. Enfin, c'est vraiment... on se rend compte que voilà. Et à contrario, des marques qui vont avoir envie de s'adapter au marché, faire des virages à 300 degrés. Il faut garder son cap et avoir une position forte. Et assumer sa position forte, quoi. Ok, alors justement, vous avez créé donc ces deux marques, ça marche bien, etc. Tu as déjà beaucoup de convictions, etc. Et du coup, pendant la période de confinement qu'on a connue l'année dernière, en fait, toi et Séverin, vous avez décidé de faire un travail sur le pourquoi. Donc, c'était le pourquoi que de For Life ou de vos deux marques, de votre entreprise? C'était le pourquoi de For Life, c'était le why de For Life, ouais. Donc, tu fais le why de For Life avec du coup Alex Misseri qu'on salue, qui nous a mis en contact et avec qui on travaille. Alors et du coup, qu'est-ce qui te fait te dire il faut qu'on fasse un travail approfondi sur notre pourquoi en tant qu'entreprise? Eh bien, parce qu'on est au début de For Life en fait. On est quand même au début, on est toujours au début de la marque For Life, et on se dit. On sent que avec For Life, on a une marque For Life, quoi. On a une marque pour la vie. On sent qu'on a mis le doigt dans un truc qui parle beaucoup aux gens et qui est en accord parfaitement avec toutes nos valeurs. Et du coup, on se dit bon bah voilà, avant d'aller dans tous les sens, de lancer plein de projets, de mettre la vitesse supérieure, il faut qu'on se pose, qu'on écrive nos valeurs, notre why. Et qu'on sache exactement qui on veut être et pour pouvoir y aller sereinement. Et donc effectivement, on a fait ce travail-là. Donc en fait, pendant le confinement, on s'est tous retrouvés chacun chez soi. Toute la boîte s'est retrouvée chacun chez soi. C'était pas très fun. Du coup, c'était moins dynamique. On se retrouvait pas tous les jours au bureau comme là. C'était un peu moins sympa. Et on s'est dit avec Séverin, on va essayer d'utiliser ce moment pour avoir des réflexions un peu profondes sur notre marque et sur qu'est-ce qu'on veut faire profondément et comment est-ce qu'on veut changer le monde, quoi. Ok. Et de fil en aiguille, on rencontre Alex, donc pote de Shanghai, de Séverin, etc. Et on commence à faire un travail sur le why. Alors moi, je connaissais pas du tout le why. Et c'était vraiment passionnant. Et en fait, on a fait un travail vraiment sur plusieurs mois, avec plein d'exercices, avec plein de réflexions différentes. Et là, aujourd'hui, on a un why. On a un why qui est très clair pour nous. C'est quoi le why, du coup? On veut faire des produits responsables et iconiques sans surproduction. Tout ce qu'on s'est dit jusque-là, en fait. Voilà. Okay. C'est clair, net et précis. On veut faire des produits responsables, ça c'est vraiment le premier truc qu'on veut faire, ça c'est hyper important pour nous, on peut pas concevoir les choses autrement. Mais en même temps, le style pour nous c'est hyper important, donc c'est vraiment au cœur du truc. On veut faire des produits qui aient du style, qui aient une histoire, qui soient iconiques. Et on veut pas surproduire. Et c'est pour ça que quand on lance des produits, à la fin de la vente, on produit le nombre de pièces qu'on a vendues. Et on est vraiment droit dans nos pompes là-dessus et ça c'est notre position forte parce que c'est très facile en fait pour une marque comme la nôtre mais à un moment dériver sur une marque qui
qui va vendre du stock. La tendance, c'est ça, les tendances changent, tu fais comme tu disais, tu réponds, tu navigues un peu au marché à vue. On se dit, bon, voilà, on a vendu 500 blousons en cuir la dernière fois, ok, là, on a vendu 500 en précommande, mais si on s'en remettait 500 de plus en production, on pourrait peut-être les vendre en stock tout au long de l'année. Et en fait, c'est ça la position forte. Puis tu dois être tenté. Tu as toujours des gens qui vont rater ta vente et qui vont te dire ouais, tu peux pas la ressortir. Là, tu dis non, c'est dans 6 mois, non, ça revient. Et si demain, nous, c'est ce qu'on se dit tous les jours, c'est que si demain nos produits ils sont tout le temps disponibles, la boîte elle marche plus. Ok. On est vraiment convaincu par ça, c'est que si nos produits sont tout le temps disponibles, ça veut dire qu'on a du stock, ça veut dire qu'on ne répond plus à nos valeurs, et ça veut dire qu'on sort de notre position forte, et c'est fini. Complètement, oui, effectivement. Et tu vois, tu disais au début, le sujet, c'est la culture entreprise, et tu as dû passer une première demi-heure à te dire, mais il me parle que de faire des t-shirts et des chemises et d'entreprendre. Mais en fait, c'est ça qui est génial, justement. C'est que, là, tu as formalisé Suede, tu as fait ce travail-là, ça t'a approfondi, ça t'a permis des nouvelles choses, on va y revenir. Mais justement, en fait, ta culture entreprise, c'est aussi ta mission, c'est aussi ton positionnement. Ouais. Et tu vois, notre motto, entre guillemets, chez Myrmoniste, c'est la culture en action, et pas la culture pour elle-même, justement. Et c'est ce qu'on peut souvent se dire, tu vois. Ouais, c'est bien de travailler sur le why, etc. Mais en fait, derrière, tu crées un truc qui est hyper cohérent. Et en fait, c'est un truc qui te permet d'engager tes clients. Parce que du coup, ils reviennent régulièrement voir s'il y a des ventes. Tu crées un effet de rareté, les gens en veulent, ils sont en train d'attendre que ça revienne, etc. Tu polarises autour de ta marque. En plus, tu as créé un business model qui est juste plus simple, plus rentable. Et c'est clair. Tout ça à partir de comment on veut faire les choses et pourquoi on veut les faire, quoi. Et en fait, c'est là-dedans quelle est ta culture d'entreprise sur beaucoup d'aspects, quoi. Donc, exactement, ouais. Donc, assez génial. Et tu m'as dit, on a écrit des valeurs aussi, du coup? Ouais, alors les valeurs, elles sont hyper nombreuses, mais voilà. J'ai 22 valeurs. Il faudrait 1 heure de plus. Non, mais les valeurs, en vrai, elles sont nombreuses. Nous, ce qu'on veut, c'est être une marque joyeuse. Mm-hmm. On veut être une marque qui se prend pas la tête. Notre valeur, une valeur qui ressortait, c'était la famille, parce qu'on est 2 frères, et du coup, on veut pas être une marque inaccessible, on veut être une marque accessible, quoi. Donc c'est pour ça que la valeur de la famille, ça nous correspondait bien, parce que y a un côté un peu communauté chez For Life. Ouais, complètement. Nos clients, on leur parle comme si on était des copains, quoi. Copains, ouais. Et du coup, il y a une vraie valeur de communauté. Et d'ailleurs, ce qu'on se disait au début de la marque pour expliquer le concept de For Life, on disait, c'est comme si on connaît un château qui fait du vin. On a un pote qui fait du vin, on a les prix famille, et en gros, on envoie un texto à tous nos potes en disant, j'ai les prix famille pour ce vin, qui veut des bouteilles? Et en fait, nous, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous, avec Cuisine Grenouille, avec Cuisine Grenouille et même avec For Life depuis, on a un carnet d'adresses de fabricants qui est énorme, et de fabricants de tissus et de fabricants de produits, et des gens qui ont un vrai savoir-faire. Et du coup, l'idée, c'est de partager ça avec les gens, quoi. Et de leur expliquer ce qu'ils achètent, quoi. Complètement. Alors, tu vois, jusque-là, on a énormément parlé de ton aspect culture, mais de ton aspect côté client, côté produit, côté marque, discours, etc. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ça se passe à l'intérieur dans la vie de ton entreprise, tu vois, avec ton équipe, etc. Parce que là, vu de l'extérieur, moi, je me dis, ça doit pas être simple. T'as défini un pourquoi et des valeurs pour une de tes 2 marques, mais en fait, c'est la même boîte, avec des produits différents, du coup des tons de com différents, des modèles d'affaires différents, etc. Donc concrètement, à quoi ça ressemble en interne la culture de ta boîte? Comment tu mélanges tout ça? Qu'est-ce qui reste? C'est vrai que ça c'est un sujet, c'est assez compliqué, parce que effectivement on a 2 marques, on a des marques qui ont des business models qui s'opposent aussi parfois, mais encore une fois, comme je disais, chaque marque permet à l'autre d'être tiré vers le haut par l'autre. Donc ça, c'est plus trop un problème. Mais effectivement, on a fait le why un peu tourné sur For Life, parce que fallait qu'on ait un sujet simple et que c'était compliqué à chaque fois tout faire en double. Mais il s'avère que les valeurs de Cuisine Grenouille et For Life sont exactement les mêmes. D'accord. C'est nos valeurs à nous, en fait. Quand même, ouais. Oui. C'est vraiment les valeurs de Séverin et moi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc
Donc ça, c'est pas sur le côté valeur, c'est pas très compliqué à gérer. Après, on a des personnes qui travaillent sur Cuisse de Grenouille, des personnes qui travaillent sur For Life, et donc et on est dans un open space, donc tout ce qui se passe sur une marque ou sur l'autre, tout le monde est au courant de tout. Donc ça se passe plutôt bien, mais après c'est vrai que c'est un challenge assez élevé, parce qu'en plus on a une cadence sur For Life qui est pas du tout la même que sur Cuisse de Grenouille. Sur Cuisse de Grenouille, on a deux saisons. Oui, printemps-été. Voilà, deux collections par an. Et en gros, il y a 2 moments forts dans l'année où on livre les collections à nos clients, à nos magasins. Et puis 2 moments de l'année où on vend les collections. Chez For Life, toutes les semaines, il y a un lancement, quoi. Donc il y a une cadence qui est un petit peu plus forte sur For Life. Mais voilà, ce qui compte, c'est les valeurs et c'est la culture générale qu'on arrive à instaurer. Et, on a exactement la même manière de manager quelqu'un sur Cuisse de Grenouille que sur For Life. Et les gens s'y retrouvent, quoi. T'as réussi à pas créer une boîte un peu schizophrénique. Ouais, okay. carrément. Ok. Je vois. Et alors, du coup, tu disais tout à l'heure, on veut faire ça, parce qu'après, on va profiter de ce temps mort, entre guillemets, du Covid, parce que derrière, on veut lancer plein de projets, etc. On parlait aussi que tu étais un peu dans l'écosystème startup, mais aussi dans l'écosystème mode. C'est quoi le modèle de croissance que tu vois pour For Life? Parce que j'imagine que t'es pas dans un modèle, on lève des millions et on va scaler à donf et recruter 2000 personnes en même temps. Donc, et en même temps, ce serait pas forcément dans tes valeurs sur ce que tu prônes pour For Life, donc les responsables, etc. Carrément. Donc, et le slow fashion, etc. Donc, comment tu vois le développement de ta boîte Déjà, nous, ce qu'on veut, c'est pas lever de fonds. Ok. On veut s'autofinancer, donc on veut faire les choses de manière saine. En fait, alors que ça aurait du sens, tu vois, pour une marque de fringues de lever des fonds, entre guillemets. Ouais, carrément. Mais depuis le début, quand on a créé For Life, justement, on a créé For Life en se disant, on va faire un produit par un produit. On va faire les choses de manière saine. C'est-à-dire qu'on va bosser longtemps sur un produit, on va le lancer, on va le vendre, ensuite on va le produire et on va le livrer. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, quoi. Et on imagine chaque produit chaque nouveau lancement comme un nouveau challenge, quoi. C'est comme si on relançait à chaque fois For Life, parce que demain on lance un produit qui fait un gros bid, c'est un peu comme un artiste qui rate un album, quoi. Et au moment ça peut mettre un coup dur. Donc nous, l'idée c'est vraiment de faire produit après produit et de faire les choses de manière très saine. Donc on veut s'autofinancer, on veut que chaque bénéfice qu'on fait sur un produit nous serve à développer un nouveau produit, nous serve à faire grandir la marque, mais on veut pas exploser en vol, quoi. Donc on veut faire les choses sainement. On sent qu'on a un long chemin devant nous. Okay. Et en tout cas, c'est le feeling qu'on a. Donc ça, c'est plutôt positif, je pense, pour un entrepreneur. On a confiance. On a confiance en nous, on a confiance en ça, et du coup, on veut faire les choses. T'as des fondamentaux hyper solides, en fait. Sûrement, ouais. Tu peux te permettre, entre guillemets, de faire ça, quoi. Exactement. Et alors, du coup, c'est quoi le rêve, entre guillemets? Tu veux être présent dans toute l'Europe, dans le monde entier? Tu veux faire fois 20 000 sur tes quantités de fringues vendues? Effectivement, c'est un peu contradictoire de parler de quantité c'est ça qui est difficile, quoi. sur. Mais bon, après, nous, ce qu'on dit, c'est quand on faisait le why avec Alex. Et qu'on parlait donc justement des fondamentaux, des valeurs et des positions fortes. À un moment, Alex nous avait soumis une idée, et puis on s'était dit, ouais, pourquoi pas. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas des moines. En fait, il nous disait, en fait, ce qui serait vraiment génial pour... Des moines bien sapés, en tout cas, quoi. C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Nous, on veut faire les choses responsables, mais on est quand même entrepreneurs. Donc, on veut pouvoir rémunérer les employés, on veut pouvoir embaucher des gens, on veut pouvoir faire vivre des gens. C'est ça, c'est vrai que ce modèle-là, tu peux le faire tourner ad vitam, entre guillemets, avec les mêmes quantités, les mêmes équipes, etc. Exactement. Si on veut vraiment être responsable, encore une fois, on arrête tout. On arrête tout et puis on arrête de produire, quoi. Donc, lui, son idée, qui était une idée vraiment hyper smart, c'était de dire, bah voilà, pour faire les choses, vraiment, la position forte que vous pourriez avoir, c'est vous limitez les achats. Donc, par exemple, les t-shirts, vous avez le droit d'en acheter 4 par an, quoi. Vos clients ont le droit d'en acheter 4 par an, quoi. Ça, c'est votre position forte, quoi. Puis on s'est dit, ah ouais, mais merde, s'il y a un mec qui va en acheter 10, et puis si on a 300 mecs qui vont en acheter 10, fait chier quand même. C'est le cas aujourd'hui? Bah, on a beaucoup de gens qui achètent beaucoup de quantités sur un même produit, parce qu'ils adorent le produit, du coup, plutôt que d'avoir des t-shirts de plein de marques différentes, ils se concentrent sur For Life, ils savent que c'est bien. Et puis comme nous,
c'est de la précommande. À chaque fois, sur la plupart de nos produits, on apporte des espèces de petites customisations où tu peux acheter, tu peux choisir ton t-shirt avec ou sans poche. Ouais. Tu peux choisir ton hoodie zippé, pas zippé, avec poche, sans poche. Et voilà, du coup, les gens peuvent acheter plein de t-shirts variés en achetant que le t-shirt for life. Et mais voilà, nous on s'est dit, ouais, l'idée elle est trop smart, mais en vrai on n'est pas des moines, quoi. On peut pas. Mais en fait, c'est un peu, c'est très dur. Tu peux pas grandir entre guillemets dans ce modèle sans accroître ta production. Ouais, bah oui. Parce que dans ce que tu dis, il y a effectivement une très bonne idée. En fait, tu peux faire exploser ta base clientèle derrière, si avec ta notoriété, etc. Mais à un moment donné, ton nombre de t-shirts, il va rester quasiment flat, quoi. Enfin, Bah ouais, ça, en tout cas c'est risqué. Mais peut-être que ça peut, peut-être que c'est pour ça que c'est l'idée est vraiment smart, parce que on sait très bien que par exemple sur les marques de luxe, le fait d'avoir des quotas fait que les gens deviennent fous. Et moi, puis, ce qui me rend dingue, j'ai toujours pas compris pourquoi il fallait donner tout ton curriculum chez des gens pour leur acheter un sac. Mais bon. C'est clair. Mais du coup, ceci étant dit, j'en oublie souvent la question, mais non, mais en gros, c'était quoi, c'est quoi ton modèle de croissance? Mais du coup, voilà. Et est-ce que tu veux croître? Du coup, voilà. Donc, du coup, quand même, pour faire grandir For Life, il faut qu'on fasse de la croissance. Si on veut embaucher des gens, si on veut continuer à faire des produits, développer plus de produits. Donc, nous, notre modèle de croissance, c'est d'arriver à sortir, c'est d'arriver à faire toute la garde-robe, dont un homme a besoin. Et puis, pourquoi pas l'étendre à la femme, l'enfant, pourquoi pas aux meubles, enfin... En horizontal, quoi. Voilà, nous, notre concept, c'est de faire des produits responsables et iconiques sans surproduction. Mais, il n'y a pas écrit que c'est forcément des habits pour hommes. C'est pas forcément des habits pour hommes. Donc voilà, nous aujourd'hui, on se concentre sur le produit et le client. Nous, nos deux piliers chez For Life, c'est sortir un produit qui soit irréprochable, qui soit vraiment top du top. Et 2, on veut être orienté sur le client à fond les ballons. Donc, pour nous, c'est l'expérience client, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui nous drive au quotidien. Enfin, souvent au bureau, on s'envoie des mails de gens qui nous envoient des mails, que ce soit positif ou négatif, et vraiment on se nourrit de ça. Et c'est un truc qu'on essaye justement qu'on essaye de transmettre dans la culture d'entreprise, complètement. Qu'on essaie de transmettre à tous les gens avec qui on travaille. C'est voilà, un client, il a acheté un produit, il a attendu 3 mois son produit. Derrière son produit, imaginons, il a un problème de taille, il a acheté du S, il faut du M. Il faut que le switch il se fasse hyper rapidement, quoi. Le plus rapidement possible. Il faut qu'on rentre dans un sprint, en fait. Okay. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et il faut que les choses se passent de manière smooth pour le client. Ce qui ne doit pas être facile sans stock, d'ailleurs. Ce qui est très dur, parce que justement, nous, on fait avec les échanges on fait avec les retours et les échanges des uns et des autres. Okay. Donc, quelqu'un qui a acheté un S, l'autre a acheté un M, il nous renvoie son M parce qu'il veut du S, lui. Il faut espérer que ça se combine bien, quoi. Mais jusqu'à présent, ça se combine hyper bien, puisqu'on a peu de retours par rapport à la quantité qu'on vend. On a un taux de retour qui est assez faible, et la plupart des échanges se matchent entre eux. D'accord. Parce qu'il y a aussi des retours bruts, il y a aussi des gens qui reçoivent le produit, ils disent non, mais moi ça me va pas du tout. On peut pas plaire à tout le monde, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, c'est pour ça que nous, l'expérience client, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a ouvert un lieu à Paris. Ouais, le showroom. Le showroom. Donc nous, on appelle ça la cabine d'essayage et la conciergerie. Parce qu'il y a un espace cabine d'essayage, donc l'espace derrière la vitrine, où il y a 5 produits dans des cadres qui sont présentés, qui sont les produits du moment. Donc soit les produits qui sont en précommande, soit les produits qui vont arriver en précommande la semaine d'après. Soit les produits qui viennent de se terminer, donc on peut essayer. On peut également venir découvrir des prototypes, essayer des produits qui vont ressortir plus tard. Et c'est intéressant, je pense, showroom, si on s'arrête dessus 3 secondes, parce que, encore une fois, t'es à fond dans ta culture. Tu me parles de service client, etc. T'as quand même réglé le plus gros problème des marques 100% en ligne, qui on peut pas essayer, etc., etc. Tu peux venir faire tes retours, tu peux venir chercher ta commande, etc. dans le showroom, si je me trompe pas. Ouais. Mais en même temps, c'est 100% un poste de coût pour toi.
Alors ouais, c'est incroyable. Ça rapporte zéro argent, quoi. C'est assez incroyable parce que je pense qu'on est seule personne à Paris à avoir ouvert une boutique pendant le confinement. Et où tu peux pas acheter. Où tu peux pas faire de chiffre d'affaires. Donc nous, le chiffre d'affaires à la fin de la journée dans cette boutique, c'est 0 €. Ouais, c'est ça. Mais le loyer, c'est pas 0 €. Et derrière, le loyer, il y a les gens dans la boutique, il faut avoir plusieurs personnes pour qu'il y ait une expérience sympa. Et c'est vrai que quand on y pense, on est assez fou d'avoir fait ça. Et en même temps, si une de nos valeurs, c'est l'expérience client, si ça peut être une valeur, ça peut être une valeur. Ouais, ça peut être une valeur. Donc nous, l'expérience client, c'est primordial pour nous. On peut pas imaginer ne pas avoir ce lieu, en fait. Alors, nous, ce qui est hyper frustrant aujourd'hui, c'est que c'est destiné que aux Parisiens, et que notre clientèle est pas que parisienne. Donc, bon, du coup, on est un peu gêné pour les autres, entre guillemets, mais en même temps, on est en train de créer l'histoire. Donc, voilà, c'est pas exclu qu'un jour, on ait des showrooms itinérants qui se baladent, pourquoi pas, dans des grandes villes. Mais nous, c'est vraiment important. Aussi, il y a aussi un truc, c'est que venant de Cuisse de Grenouille, on a une expérience retail et nous, on est à la base, on est retail, quoi. On a besoin de palper, quoi. Et on a besoin d'être en contact avec le client. Donc, pour nous, c'était indispensable d'avoir ce lieu, de pouvoir échanger avec le client. Et tu passes 3 heures tu passes 3 heures chez For Life, t'échanges avec les clients qui viennent chercher la commande, qui viennent faire des essayages, qui viennent discuter, découvrir. C'est passionnant. En fait, c'est la meilleure étude de marché. Oui, c'est ça. Parle à tes clients, quoi. Ouais. Et ça marche dans tous les secteurs, pour le coup. Exactement. Trop bien. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, qui est un peu la question traditionnelle qu'on pose à la fin de ce podcast. C'est le moment où on te fait un peu bosser, tu vois, parce que t'as pas assez bossé jusque-là. En fait, toi, quel serait le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant d'entreprise qui se pose la question de est-ce que il doit travailler sur sa culture d'entreprise ou pas? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah alors, je vais peut-être me répéter un peu, du coup, mais je pense que le meilleur conseil que je donnerais, c'est de travailler sur ses valeurs et sur son why. Franchement, c'est Alex, la première fois qu'on a travaillé sur le why, il nous a fait regarder une petite vidéo. Donc c'est le principe inventé par Simon Sinek. C'est le Golden Circle. Ouais, exactement. Je mettrai le lien dans la bio. Il y a une petite vidéo, tu tapes Simon Sinek sur internet et donc tu as cette petite vidéo du why qui t'explique ce que c'est le why. Et quand tu as vu cette vidéo, tu as envie de faire ton why. Tu as envie d'être Apple et tu as pas envie d'être Samsung. T'as envie d'être Apple et de dire think different. T'as envie de... Et pas juste on vend des bons produits. Exactement, t'as envie d'être Nike, dire do it. Du coup, vraiment, moi, je conseillerais à tous les entrepreneurs de faire le why de leur entreprise et pourquoi pas leur why personnel et de travailler sur ces valeurs. Ça va beaucoup ensemble, hein. Ton why personnel, why ton entreprise. Ouais, ça va beaucoup ensemble. C'est clair que ça va beaucoup ensemble. Mais bon. Ouais, c'est vrai que ça va beaucoup ensemble. Sinon, c'est dans un projet où t'es pas aligné avec toi-même et tu vas pas être très heureux et tu vas pas vouloir mettre toute l'énergie et le montage de stand à la main et à la perceuse qu'il faut faire, quoi. Et donc, en tout cas, c'est un bon moyen aussi de te rendre compte si t'es en phase avec ce que t'es en train de faire dans ton entreprise et de bosser sur tes valeurs. À la fois tes valeurs perso et à la fois les valeurs de ton entreprise, ça te permet aussi de te voir si tu es en phase parce que je pense que le meilleur moyen de cartonner quand tu montes une boîte, c'est être sincère dans ce que tu fais. Et si tu dis, bah moi, j'ai envie de faire des produits responsables parce que c'est bien pour la planète, et derrière tu prends l'avion tous les week-ends et que t'as aucune valeur de ton côté et que c'est pas du tout, en fait ça va. Tu t'habilles toi-même chez Zara et que tu t'habilles chez Zara et que t'en as rien à foutre de tout ça. Il y a un moment, ça va transpirer et ça va pas fonctionner. Et tu regardes vont pas te croire. Et les gens vont pas te croire. Et tu vois aujourd'hui tous les entrepreneurs qui ont cartonné, c'est les entrepreneurs qui ont fait des choses par conviction, qui t'inspire la confiance, quoi. Et voilà, exactement. Et ton authenticité fait qu'on a envie de te faire confiance et que donc on va te donner de l'argent, quoi. Et ça remplace avantageusement les 200 ans d'histoire d'une marque. Et ouais, exactement. Ok, super. Est-ce qu'il y a une dernière histoire que tu veux nous raconter, un dernier truc dont tu voulais parler absolument et qu'on n'a pas évoqué? Franchement, il y a tellement des histoires des histoires de cartons, de camions, de galères. Il y en a eu plein, mais
Il y en a trop. Une autre fois, peut-être. Une autre fois, on refera un épisode spécial galère. Ouais, on peut faire un épisode spécial galère. On fera venir Séverin et puis ce sera parfait. Là, on pourra s'envoyer la balle. Il y aura plein de trucs à raconter. On pourra appeler nos potes entrepreneurs aussi. On pourra se faire un épisode spécial galère à plusieurs entrepreneurs. C'est parti, très bien. Ça peut être top. J'ai jamais fait une interview avec 12 entrepreneurs, ça peut être parfait. Ouais, quand tu veux. 5 heures d'interview à peu près. Nickel. Génial. Bah écoute, merci beaucoup Lucas, c'était super cool. Merci à toi Vincent. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.